Quelle série d'uppercuts! Oh là là! Le couleur de notre choix peut arrêter ce massacre! From Montreal, Québec, Canada! Bonjour! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Punchcast, le podcast qui a du punch. Samuel Descaries, entraîneur, cutman, mais surtout passionné de boxe et passionné d'humain. Et je suis avec mon cousin, un ancien grand boxeur, directeur général de Eye of the Tiger Management, Antonin Descaries. Salut Anton, comment ça va? Super bien, c'est Fight Night ce soir, donc j'ai échangé mon t-shirt pour un habit. Moi, c'est le tracksuit, toi, c'est l'habit. Et puis, on a un invité de renom aujourd'hui. C'est quelqu'un que tu connais très bien aussi? Plus que très bien. Là, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Évidemment, c'est j'allais dire dinosaure dans le monde de la boxe. On peut plus dire monument dans le monde de la boxe. Mais plus que ça, ça a été mon entraîneur, ça a été mon cutman. Évidemment, c'était Marc Ramsey, le main guy, mais Russ a été là tout au long de ma carrière professionnelle. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai créé c'est un bon ami, puis c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de respect pour. Donc, c'est le fun de l'avoir aujourd'hui. C'est drôle parce que tu as travaillé avec, puis moi aussi, j'ai travaillé avec, et même pour lui. J'ai déjà travaillé pour une entreprise. Tout le monde travaille pour Russ. Ouais, c'est ça. C'est le maire de la ville. OK. Le maire de la ville. Ouais. Mais j'ai travaillé... en fait, Russ, ça a même été mon mentor dans plusieurs sphères de la boxe, mais surtout comme cutman, je l'ai regardé travailler justement avec toi, puis c'était quand même assez facile d'apprendre beaucoup sur le métier parce que... J'étais tout le temps coupé. On faisait la limite, hein, toi, on faisait la limite. On va en parler plus tard. Tu sais, avec Anton, t'as gagné chaque scène, là, tu sais. 100%. Mais j'aurais dû l'amener avec moi. Mais, premièrement, merci pour m'avoir invité et pour les bons paroles. It's very nice, OK? But on n'a pas besoin d'être si formel que ça, mais j'ai une photo de moi dans le coin d'Antonin. Puis je pense qu'on a utilisé souvent cette photo-là, puis j'aurais dû l'amener. Ouais, je pensais que ça allait être sur le cover de ton livre. It was close. Mais Anton, il est dans le coin, puis moi, je suis à côté de lui avec mon doigt comme ça, puis on dirait que tu vois qu'il écoute. Puis dans ma carrière de boxe, et ça fait quand même 47 ans là, que je t'ai... C'est un des gars que je pensais d'avoir un input direct. Et c'était un de mes favoris temps dans ma vie de travailler avec toi, Anthony. I mean that, sincèrement. J'apprécie. Puis tellement, je voulais te montrer quelque chose. Je sais pas si c'est le bon moment pour le faire. Comme tu sais, on a parlé de mon livre et tout, puis on veut créer quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur du livre. Fait qu'on a créé ça. C'est une genre de... je sais pas si... Tiens, je vais te un laisser. peu old school, hein? Ouais, genre de... C'est les gars avec qui tu as travaillé. Ben, j'en ai beaucoup. On peut pas mettre tout sur le même poster, naturellement. On peut pas mettre Alors, tout ici, le monde. en bas complètement, il est quand même au centre. En bas complètement, C'est là, mais il est quand même au centre. Non, mais pour Les le Laisse, c'était des bénéfice champions du monde. c'est malade. Puis honnêtement, pour le bénéfice des auditeurs qui ne voient pas là, à l'écran, c'est un poster avec plein de champions du monde, plein de boxeurs avec qui Russ a travaillé et je fais partie de ça. You made the list. I made the list. C'est excellent. C'est excellent. Non, that's for you. C'est pour moi. Je t'ai merci, donné. j'apprécie. T'as le premier copie de ça. Bon, pour ceux qui connaissent pas Russ, parce que vous êtes nouveau dans le monde de la boxe, Antonin parlait tantôt d'un dinosaure, d'un monument. C'est aussi un professeur. Ça a été un entraîneur. Il a entraîné des boxeurs là, jusqu'à aller aux Olympiques, jusqu'à devenir champion du monde. Il a été cutman. Cutman, il travaille encore aujourd'hui avec les plus grands. On parle de Vassili Lomachenko, Usyk, Beterbiev. Il a fait Jean-Pascal, Eleider Alvarez. Je pourrais en nommer encore là, pendant. Ils sont tous sur le poster. Ils sont tous sur le poster. T'as juste à lire le poster. Il a aussi agi en tant que manager et maintenant, j'en parle un peu plus tôt, il travaille. C'est le président fondateur de la compagnie Rival Boxing Gear qui est située à Montréal, au Canada, et qui est maintenant international, c'est-à-dire qu'il y a des boutiques un peu partout dans le monde. Russ, t'es rendu à combien de boutiques? 5. 5 boutiques, c'est quoi? C'est Mais Canada, USA, Angleterre, Australie puis France. Puis on a une franchise. Ceux que je viens de te nommer sont à moi.
Celui en Espagne, c'est une franchise. OK. Fait que c'est un rival quand même, mais c'est une franchise. C'est pas moi qui... ça ne m'appartient pas, ce magasin-là. Wow. C'est quand même impressionnant. C'est parti, ça, d'un garage. Je me souviens, moi, d'être déjà... Pas un garage, un genre de petit entrepôt, là. Je me souviens d'être déjà allé là, puis c'était Julia qui nous servait à l'époque. Ouais. T'as commencé ça comment, la vente d'équipement? Ben, écoute, Anthony va se souvenir de ça. Je pense que quand j'ai commencé mon club de boxe en 83, j'avais besoin d'équipement. Puis à Attends, 83, là, je venais de naître. Non, là, ça ça, pas je à ce m'en rappelle moment-là, mais un peu plus tard. Mais en 83, j'ai commencé le club de boxe, puis j'avais besoin d'équipement. Puis à l'époque, on faisait affaire avec une ancienne compagnie montréalais qui s'appelait Jeunesse Sport. Je ne sais pas si tu t'en souviens de Jeunesse Sport. Non, ça ne dit rien. Tout le monde vont se souvenir de lui, de Jeunesse Sport. Mais c'était une horrible pièce d'équipement. C'était vraiment, vraiment pas bon. Puis je voulais pas ça dans le gym. Fait que j'ai demandé à un ami aux États-Unis avec qui, un des premiers entraîneurs, mais le premier entraîneur américain qui était un genre de mentor pour moi. C'est mon mot, ça? Oui, mentor pour moi. Pas menteur, oui. Et j'ai dit, hey John, j'ai besoin de l'équipement. Il dit, give these guys a call, appelle-les. Puis c'était un petit catalogue qu'il m'a donné de 2 pages, un dépliant de 2 pages, que Ringside venait de commencer leur compagnie. Fait qu'on les contacte, on achète le matériel de là. Aussitôt que je le reçois, je les appelle, je dis, je veux être ton distributeur. Mais je fais ça pas parce que je voulais devenir un vendeur d'équipement de boxe. J'avais besoin d'une source de revenus pour moi pour poursuivre ma rêve d'être entraîneur, de préparer mes gars, de financer mon équipe amateur, de voyager partout, de me payer une van pour que je peux me promener avec mes boxeurs. Là, on a commencé à mettre des boîtes dans le van, puis on allait à des compétitions, puis peut-être tu te souviens de ça, j'ouvrais des tables. Puis, Coach's Choice dans le temps. OK, ça fait que ça, c'était même après. Fait que pendant 13 ans, j'ai fait ça pour Ringside. C'est moi qui ai introduit le Mac Ringside au Canada. Et tout d'un coup, de nulle part, je reçois un fax. Peut-être t'es trop jeune pour savoir c'est quoi un fax, mais on a reçu un fax. Qui disent... Russ, on n'a plus besoin de toi. On va vendre maintenant direct au Canada, nous autres mêmes. Ça, c'est Ringside. Fait que ça vient de me couper là, du jour au lendemain. Une belle source de revenus. Peu de revenus. My job, c'était à rien. Fait que ça, j'ai passé peut-être un peu moins qu'1 an sans être capable de vendre de l'équipement et tout aux autres. Je vendais un peu, mais c'était pas comme avant. Là, tout le monde m'appelait. J'avais une certaine protection de le fait que c'était moi le distributeur. Et par hasard, un autre gars s'est fait congédier en même temps que moi de Ringside, que lui aussi, il avait longtemps là-bas. Et lui, il a parti la compagnie Title Boxing. Title Boxing, Coach, puis Ringside, ça se ressemblait beaucoup. Exact. Et c'est là que Coach's Choice est venu. Je venais le distributeur pour Title Boxing. Et tu sais, c'est comme j'ai pas manqué de billes. Tout d'un coup, le monde y achetait de l'équipement. Et j'ai commencé à penser, peut-être que c'est pas la marque, parce que c'est 2 marques qui étaient inconnues, puis le monde, il m'achetait de l'équipement quand même. Puis on va se le dire, c'était 2 marques, peut-être inconnues à l'époque, mais c'était pas des super bons équipements. Là. C'était quand même assez basic. Là. Oui, mais c'était tu pouvais mettre ça dans une gymnase. Là. Oh, ouais, t'avais ta casque qui était Ringside. Oui, 100%. Mais il me semble Title, de mémoire, là, Title, c'était un peu mieux. Mais il me semble Ringside, souvent, c'était cheapette, non? Non. C'était bien. Ah oui, c'était bien. Tous les professionnels l'utilisaient. Okay. Foreman l'utilisait. Okay, c'est devenu une marque parce que c'était une one-stop shop. Là. Tu pouvais aller là. Ils ont vraiment changé. Puis c'est quoi, c'est fermé maintenant? Non, c'est ouvert, mais ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont maltraité le monde, fait que ça a beaucoup bouleversé leur industrie. Et Title, les gars comme moi, les 2 gars chez Title, on était à Ringside avant. Fait qu'on savait comment... Quoi faire, puis on sait comment on était traité par Ringside. Fait qu'on a tout évité ça, puis on a bien commencé. Et je reçois une visite un jour d'un fabricant qui venait d'Asie. Lui, il était dans la commerce de vendre les affaires pour les motos, pour les bicycles à gaz. Des jackets, des chaps, des sacs, les saddles, là, tu sais, pour les sacs de bicycles à gaz. C'était un Hells Angels, dans le fond. Genre de fournisseur pour les produits bicycles, oui. Mais un ami de lui, il avait parti une section dans l'usine pour fabriquer des équipements de boxe. Fait
dans sa tournée, il demande à quelqu'un à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, Bristol Leather. C'était une compagnie canadienne qui fabriquait des choses pour les motos. Il dit, tu connais-tu quelqu'un dans la boxe? Le gars, il va. Russ Handberg, c'est le gars que je connais à Montréal. Fait que ce gars-là, il est venu me voir. Fait qu'il me demande si j'étais intéressé à faire de l'équipement. Là, je dis, ben écoute, je travaille pour Title, mais j'ai des plans pour... J'ai une compagnie, je veux faire Rival. Voici quelques dessins, des idées que j'ai que je veux faire. Je dis, ah oui, c'est bon. Fait que je lui demande, c'est quoi ton minimum? Il dit, ben c'est simple, un container, puis il dit, ça, c'est le minimum. Ah, j'ai dit, désolé, M. Tariq, j'ai 2000 $, j'ai pas le moyen de me payer un container. Il me serre la main, puis il dit, OK, quand t'es prêt, tu me diras, il me donne sa carte, puis il s'en va. Le lendemain, je reçois un appel de la réception en bas. Russ, Mr. Tariq est ici, il veut le voir. OK. Send him up. Il vient me voir. Je t'ai pas compté ça. Il me semble que je savais déjà compté ça. Pas de ça? OK. Là, il me dit, Russ, Mr. Russ, I don't sleep last night. J'ai pas dormi hier. Mais pourquoi, M. Tariq? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, moi, je pense que Rival peut être vraiment bon. Il dit, oublie le minimum. Il dit, donne-moi qu'est-ce que t'as. Il dit, je vais te faire de quoi. Fait que j'ai dit, mais si tu me fais ça, j'ai dit, je te promets, la prochaine commande va être pour plus, même si c'est juste $1, mais il va être pour plus. Il dit, OK. Fait que ma première commande que j'ai placée, c'était pour 2000 $. Puis c'est comme ça qu'on a parti la compagnie Rival. Wow. Pas de prêt, C'est quelle rien. année exactement? C'est pas si longtemps que ça, là. Officiellement, cette session est arrivée vers 2001-2002, début 2002. Officiellement, Rival a commencé en 2003. Puis Ça, ça a commencé à être vraiment connu au Québec, tu dirais que c'est quand? Ça a commencé en 2005, moi, je pense. Tu sais, comme avec les shows que Yvon Michel oui, faisait. on faisait des gants. Là, j'ai quelqu'un qui était quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans le design. Il est devenu mon partner dans le business parce que j'avais besoin de quelqu'un pour me dessiner des affaires parce que je suis pas bon en dessin. Fait que je lui donnais des idées, puis lui, il les dessinait. Puis c'est Jocelyn, puis lui, il travaillait avant chez DR, chez Daignon Roland. Fait que je le connaissais quand il travaillait là-bas. L'équipement de Marc Danty. OK, oui. C'est ça, j'étais dans ma tête, là, moi j'ai fait le saut chez les professionnels en 2005. Exact. C'était un peu, j'avais comme l'impression que c'était un peu en même temps, mais c'est vrai que dans le fond, j'avais déjà, tu m'avais donné des gants au gym avant, puis tout ça. C'est ça, fait qu'on a commencé, ben, je dis commencer. Fait que là, on fait l'incorporation. Ça veut pas dire qu'on a un entrepôt plein d'équipements, là, tu sais. Fait qu'on a absolument commencé, puis on a commencé avec des gants pro. Tu as fait beaucoup de tes combats dans des gants Rival. Pour ça qu'on se rendait à la limite. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis, faut dire que je me souviens toujours, après des années, Jean il est devenu le premier boxeur à porter les Rivals sur la scène internationale. Tu sais, à la télévision, à HBO, il était le premier à faire ça. Mais Antonin et Jean étaient les deux premiers boxeurs qu'on commanditait. Tu avais des gants de sparring. Ouais, exactement. Vous étiez les deux premiers à l'utiliser. Tu as travaillé avec beaucoup de monde, avec beaucoup de champions, avec des athlètes exceptionnels. Qui tu dirais qui t'a le plus marqué, mettons, au plan personnel, là, comme personne, comme humain avec qui tu as eu la chance de travailler? Ron Donaldson. Mais Ron Donaldson, c'est mon plus grand accomplissement en tant qu'entraîneur parce que j'ai fait de lui un champion puis un Olympien quand il n'y avait aucune chance. Lui, il était la preuve que j'étais capable d'enseigner la boxe. C'était le plus gros overachiever que j'ai jamais coaché. Et ça m'a... médaille d'or aux Jeux de Commonwealth, olympien. Il a commencé à l'âge de 11 ans, puis personne ne lui donnait une chance de devenir quelqu'un de bon. Puis... c'est sûr que je gagne le titre mondial avec Otis, mais Otis, il était talentueux, il était bon. Il fallait qu'il gagne un titre mondial. Ron, il n'était pas supposé de rien gagner. Et il est devenu champion des Jeux du Commonwealth. Otis, pour les gens qui ne le savent pas, Otis Grant a un frère qui était encore peut-être meilleur. Plus talentueux. Non, exact. Il était absolument. Howard, quand le monde me demande c'est qui le boxeur le plus talentueux de l'histoire de la boxe au Canada, normalement, ma réponse réflexe, livre pour livre, je pense que c'est Dave Hilton Jr. Talent pour talent, livre pour livre. Dave, il était... À son prime, là, il était talentueux. Puis, est-ce que tu considères Arthur Beterbiev comme un gars du Québec ou non? Non, moi, je parle d'un gars qui a appris... Tu sais, il reste au Québec, mais a appris sa boxe puis développé au Québec. Et tu dirais que Dave Hilton serait une coche en haut de Jean-Pascal?
livre pour livre, talent pour talent. Tu sais, talent. Exact, là, livre pour livre, c'est sûr, ils sont pas le même poids. Là, écoute, je parle vraiment. il y a beaucoup de boxeurs qui ont accompli plus que ce que Dave a accompli. Jean en est un, Eric Lucas en est un, oui, d'accord. Mais juste pour penser que Hilton gagne un titre mondial à 168 livres, 17 ans ou 15 ans, 17 ou 15 ou 17 ans après qu'il tourne professionnel comme un poids moyen, mi-moyen, OK? You know, 17 ans plus tard, il y a du talent, là. Il y a du personne talent. Personne peut jamais t'ostiner à ce niveau. Avec tous les problèmes qu'il y a eu, boss Stéphane Ouellet, là, il était talentueux. Mais Howard, pour venir à Howard était d'une... Autant que Ron était mon plus gros overachiever de ma carrière, Howard est peut-être le plus gros underachiever parce que pour son temps, malgré il y a eu des gros accomplissements, mais man, Howard aurait dû être comme... champion du monde unifié. Yeah. Ah ouais. Yeah, absolument. Il était Puis là, quand on allait dans un camp d'entraînement avec l'équipe nationale, ils mettaient les gants avec des milos, là, puis ils faisaient 139 livres, puis ils sacraient des volets à eux autres, mais ils n'étaient pas capables de bouger. Il y a un gars qui a toujours donné le problème à Howard, par exemple, un Québécois dans le sparring. Mike Moffat. Ah ouais. Il se connaît. Mike. That's it. Moffat donnait toujours le problème à Howard. Ben, Moffat, il y a aussi, c'était aussi tout un boxeur. Ouais. Les gens, ils le voient comme entraîneur, mais tu sais, côté amateur, ça a été un lui, c'est un autre underachiever. Point de vue de boxe, là, il se rattrapait en tant qu'entraîneur. Il made up for his manque d'accomplissement amateur, mais il était vraiment bon. Tu parles, vraiment bon. Tu parles des accomplissements, tu sais, puis tu as travaillé avec pas mal de gars les plus grands de la boxe. Là. Tantôt, j'en ai nommé quelques-uns, mais tu sais, Roy Jones Jr., Alexander Usyk, Arthur Beterbiev, Vassili Lomachenko. Je pourrais en nommer encore beaucoup. It's not a bad list, quand même. Non, c'est une liste incroyable. Antonin Décary. Non, mais lui, parce que là, j'étais rendu au 5e. J'ai arrêté ça là. Mais c'est qui le plus... Parce que là, on a parlé Made in Québec, là, Made in Canada. Le plus grand talent avec qui tu as travaillé. La personne, là, tu sais, comme tu dis, wow, c'est incroyable. Là. Écoute... Tu sais, il y en a beaucoup là-dedans. Oui, écoute, tu peux... je devrais nommer Roy Jones, mais j'ai pas travaillé avec Roy quand il était à son meilleur. Right? J'étais une victime de Roy Jones à son meilleur. C'est qu'il a battu ça, c'est vrai, mais honnêtement, on parle souvent de Roy Jones, là. C'est fou comment le monde... Mais tu sais, il y a beaucoup de monde un peu plus jeune qui ont connu Roy Jones, puis sont tellement pas impressionnés par lui. Là. Il a laissé un petit goût amer, si on veut, parce qu'il a tellement poursuivi sa carrière. Trop long. Mais quand on parle de pound for pound... Là, non, il était avec Sugar Ray Robinson. Oh my God! Il fait vraiment partie des top de tous les temps. Absolument. C'était facile. Il faisait tout facilement. Jusqu'à temps que... Après être passé chez les poids lourds, là, il a redescendu tout ça. C'était c'est ce qui a été difficile sur son corps. Puis je sais pas pourquoi il l'a fait, mais je conseille jamais les athlètes. Tu veux monter? OK, pas de problème. Mais redescends pas. You make the move, you go up. Donc, parce qu'il y a une atrophie qui se passe dans ton corps que tu ne rattrapes jamais. Et il est devenu champion. Tu sais, il a gagné. Fait qu'il avait pourquoi redescendre après? En fait, mais juste pourquoi ta retraite. C'est ça, j'allais dire, juste pourquoi continuer. Exact. Tu as atteint le plus haut niveau. Tu as été champion à 160, à 168, à 175, poids lourd. Mais on s'entend là, qu'il était quand même... Il a bien choisi son poids lourd. Là. C'était pas un très gros poids lourd. Il n'aurait pas pu rester, je pense. Mais il a essayé d'aller contre Holyfield, mais Holyfield ne voulait pas. Même Holyfield, ça aurait été quand même un petit poids lourd. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il faut que tu regardes c'était qui les champions à cette époque-là. À cette époque-là, il y avait Holyfield, il y avait aussi Andy Klitschko était là. Ruiz. Oui, Klitschko, mais... Klitschko, ça aurait été quand même vraiment compliqué là, parce que c'était un gros bonhomme. Là. Ça aurait été très intéressant, mais... Je pense pas que ça aurait été si intéressant que ça. Là, ben, tu le sais pas. Non, avec la vitesse, puis tout ça, tu sais, t'as un gars qui base sa boxe sur du 1-2, puis t'en as un autre qui est très vite, très explosif. Puis le poids lourd, il est très bon, mais il est pas habitué de se faire frapper à une vitesse comme ça. Puis Roy Jones, il cognait, là, tu sais, dans le sens... Absolument. Puis Roy, je viens de le dire, là, pour moi, j'ai grandi, si on veut, dans les années 90 avec dans le monde de la boxe, c'était de loin le meilleur. Là, j'en ai pas vu de plus. Pour moi, il est encore meilleur que Floyd Mayweather. Je suis pas sûr que Roy aurait fait le saut chez les poids lourds si c'était pas Ruiz qui était là. C'est un bon point. Tu vois, il fait un podcast
qui s'appelle The Art of Ward, comme l'art de la guerre, mais là, c'est Ward, son nom de famille. Et puis, il y a un épisode avec Roy Jones. Puis il explique justement qu'il a fait le saut chez les lourds. Puis quand il a eu un rêve comme quoi il devenait champion du monde chez les poids lourds. Le lendemain matin, il a appelé du monde, puis il était comme, je veux un combat poids lourd, je veux aller avec, c'est qui les champions. Là, il a appelé Holyfield, puis Holyfield, il est comme, ben, j'ai rien à gagner avec toi. Ça me donne rien de faire ça. Puis là, Roy Jones est comme, ben, tu sais, tu vas faire une bonne bourse, puis tout ça. Il dit, ouais, mais ça va rien m'apporter. Je vais faire une belle bourse ailleurs quand même, là, tu sais. J'ai tout à perdre, par exemple, tu sais. Fait que Holyfield, il a dit non. Puis après ça, Ruiz, il a dit comme, moi, je le prendrais à Jones. Puis là, Jones, il a dit, ouais, OK, parfait, tu veux me prendre? OK, let's go. Alors, c'est comme ça que ce combat-là est né. Ça, c'est ce que j'ai entendu dans le podcast. Ça se peut. Mais tu sais, connaissant ce qui est arrivé un peu après avec ceux qui sont pas au courant, anyways, Antonio Tarver, ça a été le premier à battre Roy. Ben, il avait perdu contre Griffith par disqualification, là, mais premier à vraiment toucher Roy Jones. Puis on a comme réalisé que Roy Jones n'avait pas vraiment de mâchoire. Fait que Ça, c'est pas ça. Moi, je suis pas Peut-être qu'il pas d'accord avec ça. peut-être qu'il n'y en avait plus à cette époque-là. moi, je pense qu'il Le fait qu'il a descendu. s'est jamais fait frapper avant. Là. Peut-être que c'était peut-être le fait qu'il a descendu, mais à ce moment-là, s'il s'était fait frapper par Klitschko, je pense que ça n'aurait pas nécessairement été. Même si, pour moi, Roy, ça reste le plus grand. Il y a le facteur déshydratation, il y a le facteur de descendre de l'atrophie a changé beaucoup, ça, moi, je crois, man. Il a mis tellement de masse pour monter le perdait un peu de sa 25 livres. vitesse, sa réaction. Mais puis si tu regardes surtout le deuxième combat contre Holyfield, le premier... non, Tarver, tu veux dire? Tarver, c'était quel combat qui s'est fait arrêter? Le premier. Le premier, right? Non, le deuxième. Le premier, Do you have an excuse? Ouais, c'est Oui. ça. Do you have an excuse for tonight? Oui. Tu sais, à la fin, il dit Là, premier round, il frappait Tarver. Mais il n'y avait rien en arrière. Puis il m'a l'a déjà dit. Il dit, j'avais pas de force. Je frappais. Puis Il n'y avait plus rien. il essayait d'avoir la force qu'il avait avant. Il n'avait pas. L'atrophie, le dommage était fait. Fait que je pense que ça jouait un rôle là-dedans aussi. Mais Donc, pour Roy revenir Jones, à ta question, demander lequel, Roy Jones, c'en est une. Mais Lomachenko était spécial. Où c'est qu'il est spécial? T'sais, c'est dur de séparer entre ces deux-là, man, mais de tout, il faut que je dise ces deux gars-là par rapport à leurs accomplissements, leur talent. Lomachenko qui boxe pour un titre mondial dans son deuxième combat professionnel. Tous ses combats, à part son premier, étaient des combats de championnat du monde. À commencer avec son deuxième combat. Il n'y a personne qui a fait ça. Personne va faire ça. Usyk, qui devient undisputed cruiserweight, undisputed à heavyweight. Là. Ouais. C'est spécial, ces deux gars. Vraiment. Man. C'est vraiment... J'ai fait une entrevue récemment avec une... puis je vais vous poser la question même. J'aimerais avoir votre réponse là-dessus. Comment Usyk aurait fait avec les plus grands de l'histoire de la boxe? Les plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe. Et moi, j'ai dit... Selon moi, dans l'histoire de la boxe, il y a 3 gars que je pense qu'ils seraient le betting favorite, le favori, par un peu, pas gros peut-être, mais un peu sur Usyk. Il y en a juste 3. Qui? Lennox Lewis, faut que tu le mettes dedans. Là, il est tellement gros, là, puis avec son jab, ça aurait été dur. Moi, c'est les gars vraiment. Larry Holmes. Le jab. Ouais, le jab, la vitesse. C'est la grosseur de Usyk qui me fait. Tu sais que. Ouais. Mais avant, regarde, il y a une couple d'années, les gars n'étaient pas si gros que ça. Dans le temps de Ali, là. Ali, ouais, il a à peu près la même grandeur que Usyk. Même grandeur, même pas même poids. birthday, tout. C'est spécial. Là. Ouais. C'est le Ali blanc. Mais. Ben, t'as nommé 2. Tu peux pas manquer le 3e, là. Oh, tape. Non, mais. Mais tu viens de le nommer. Le Klitschko? Non, Ali. Ali, OK, ouais, non, mais. Ali sera une favori, je pense, contre Usyk. Mais encore ça, c'est les 3. Mais encore là, c'est parce que, tu vois, avec le clash des époques, la boxe qu'Ali avait... Fait qu'on avait un peu... On les a mis les 3 dessus, là. Moi, c'est ça. Ça, c'est les 3 personnes que je pense. Je pense que Usyk soit égal ou favori contre n'importe quel autre boxeur de l'histoire de la boxe de la division des poids lourds. Mais Usyk est très intelligent, est athlétique. T'sais, il est difficile à toucher de plein fouet. Il travaille fort. Ça, OK, il travaille fort. De nos jours, là, la boxe a un petit peu changé. C'est comme...
Puis toi, tu as vu l'évolution de ça. Puis tu as été en training camp avec Usyk puis avec Lomachenko. Puis c'est pas pareil que les autres training camps que tu as vus, Non. right? Ça, c'est vrai. Moi, je pensais l'avoir tout vu, là, mais quand je l'ai gardé déjà parlé, travailler, là, Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Du temps en il dessous de s'entraîne l'eau. 3 fois par jour. Il s'entraîne 3 fois par jour. Nous, dans l'Ouest, on a toujours dit hey, attention, overtrain, fais attention d'overtrain. Ah non, ces gars-là, ils faisaient un entraînement qui était 3 fois par jour, qui était plus dur que ton entraînement de 1 fois par jour. Là. Ils allaient à un autre niveau, man. Un autre niveau, pas autre niveau, autre niveau que j'ai jamais vu. Et qui ont travaillé et. Tu sais, c'était pas OK, relax, take it easy, là, OK, pas trop, fais attention. Mais non, it was some. Mais dans tout, là, que ce soit la natation, que ce soit les poids, que ce soit dans la boxe, la technique, tout. C'est ce que j'allais dire un petit peu. Tu sais, on dirait que leurs entraîneurs parvenaient Je pense qu'il est pareil, parvenaient à les challenger camp après camp. Tu sais, comme, ils faisaient pas le même camp d'entraînement la fois suivante. Puis là, quand ils arrivaient au prochain camp, c'était comme, OK, là, on avait travaillé, mettons, avec des push-ups sur les anneaux. Là, on va travailler avec, au niveau de la coordination, on va travailler un peu plus là-dessus. Ça fait que là, c'était comme un genre de petit acquis pour les points, puis tout ça. Fait que après ça, là, c'était comme, combien de temps tu es capable de rester en dessous de l'eau? Après ça, c'est... Ça, j'ai vu ça avec mes yeux, là. Combien de temps il était capable de faire? 4 minutes. 4 minutes. Non, hein? 4 minutes, bro. Et l'importance, qu'est-ce que j'ai appris de ça, c'est pas qu'ils étaient capables de le faire. C'est quoi l'avantage de faire ça? Bien, apparemment, maintenant, ils l'ont empêché de le faire parce que c'est quand même assez dangereux pour couper l'oxygène au cerveau pour si longtemps que ça. Mais eux, ils le faisaient par un test puis un entraînement de ton force mentale. Parce que c'est sûr, mental, la première fois que tu le fais, tu réussis pas 4 minutes. Non, Tu sais, peu minute, importe 2 comment minutes, tu t'habitues. Tu fais du 30 secondes, du 1 minute, du 1 minute 10, 15, 20. Puis tu essaies toujours de jusqu'au temps que tu arrives à 4 minutes. Et je l'ai vu de mes yeux. J'aurais pas cru ça, mais je l'ai vu de mes Mais yeux. c'est vraiment pour la force mentale. Il n'y a pas d'avantage au niveau physique. Là. Non. OK. Force mentale. Mais sûrement, Quand il y a tu es fort le physique. mentalement au niveau physique, ça Oui, ça arrive il y a à un transposer. lien, mais quand tu vois que l'autre, toi, tu es fatigué, puis tu vois l'autre qui est fatigué, mais Ouais. si toi, dans ta tête, tu dis, hey, moi, Je là, comprends, mais il n'y a pas de bénéfice au niveau physiologique. Là. C'est un peu comme prendre sa douche froide. Là. Tu as un contrôle le matin, tu pars ta douche, là, tu es froide, c'est parce que c'est ton cerveau, tu acceptes de souffrir. Là. C'est toi qui gères. Là. Ouais. all right. Là, on va y revenir un petit peu dans quelques instants, dans un prochain segment. Mais avant de passer au prochain segment, Russ, j'ai un petit jeu pour toi. Je vais te nommer 2 boxeurs, puis il faut que tu en gardes un. OK? Donc, Je le garde pourquoi? non, mais Le meilleur des des deux. Ah, le meilleur. Liam. Mets-moi pas dans une situation que là, je vais faire mal à du au monde. podcast pour que t'assumes, là. Mets tes chilas, Russ. OK. Liam Smith et Léder Alvarez. Facile. Là. Il y a tellement une relation particulière avec la famille Smith, que je savais que... OK, je vais répondre de même d'abord, parce que moi, je pourrais pas choisir ça. Hey, parce que la j'aime famille bien- Smith va pas écouter ton podcast. Là. Non, Tu mais peux être honnête. moi, peu importe. Moi, dans mon cœur, OK, dans je ton sais cœur. que je vais répondre. Parmi tous les boxeurs que j'ai travaillé, mettons, comme cutman ou adjoint et tout, Liam Smith aurait été un des gars que j'aurais voulu l'entraîner full-time. OK. Lui, il était le style de Tiras. Maintenant, Il aurait été le style Puis- parfait pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est quoi son style que t'aimes? Beaucoup comme toi. Attends, Il travaillait il est parfait. fermé. Ah ouais. Tu sais, comme Bao, beaucoup. Fermé. Tu sais, gars qui veut gagner à tout prix. Là, tu sais, il a du cœur. Il fight à l'intérieur. Tu sais, il est capable de boxer à l'intérieur. Il écoute les conseils. Il est reconnaissant quand tu fais quelque chose. Oui, il y a beaucoup des atouts êtres humains que j'aime. Et comme avec toi, tu sais, je voyais qu'il y avait une certaine implication dans ton combat. J'étais investi émotionnellement et intellectuellement quand tu boxais. J'ai le même sentiment quand Liam boxait. Plus que quand Léder boxait. Tu parlais de vouloir gagner à tout prix. Je sais pas si tu te souviens, en Argentine, Antonin, il se bat contre Abregu. Oui, je me souviens. Il y a 60 000 personnes qui sont là. Puis Antonin, il s'en va sur les fesses au 8e round. C'est au 8e, il me semble.
Peut-être. Who's counting? L'autre, Tant que tu te relèves, t'es correct. l'équipe adverse, ils font une erreur, ils mettent le banc quand ils entendent taper parce qu'il reste 10 secondes. Ouais. Puis toi, Russ, t'es comme on y va, fuck that, Ben on y va, là. Anton, viens-t'en. Fait que là, on a comme un extra 10 secondes parce que là, l'arbitre, il sait pas quoi faire. Mais Anton, tu te souviens-tu, c'est quoi la première chose qu'il a dit quand il est arrivé puis il s'est assis dans le coin? Je m'en rappelle pas. Il a regardé Marc, il a dit si t'arrêtes le combat, je te tue, mon esti. Puis il est reparti puis il a gagné les 2 dernières rounds. Mais ça, c'est vraiment pour te dire là, à quel point, tu sais, il y a des gars comme ça que leur force mentale, leur détermination est plus grande que tout. Puis, tu sais, Anton, le combat, il allait pas comme il voulait, mais il a été assez fort pour switcher ça puis dire... Ben, parce qu'il n'était pas vraiment blessé. J'ai même pas pensé qu'on était dans une situation d'arrêter le combat. Fait que c'est pour ça que je me souviens pas de ça. Je me souviens de l'histoire du bal. Let's go, let's go! Let's go! Ouais, parce que ça aurait même pu être une disqualification. Mais c'était eux. Oui, Ouais, c'était leur eux. côté. Good. Mais moi, j'étais là, hey, on a disqualification. Puis dans le temps, je vais pas gagner, un championnat du monde demain. Parce que je me souviens avec Jean, quand Jean il a disloqué l'épaule avec. Marc, il montait le banc. Là, je l'ai pogné. Attends, descends-toi, là. Qu'est-ce que tu fais là? Non, attends. Fait que là, Jean, il est tourné dans le coin, il a son bras de même, là. Clic. Fait que là, t'as remis le bas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais ça. Tu savais pas quoi faire? Mais non, mais je savais quoi faire. J'avais une idée. Ouais, théoriquement, it's out, put it back in. Là, parce que j'ai eu un ancien boxeur de moi, rendu adulte. Il avait tombé chez nous, il y avait du verglas, il a tombé chez nous, il a disloqué son épaule. Fait que je suis allé avec lui à l'hôpital, puis j'ai vu qu'est-ce que le médecin a fait. Là, fait que j'ai dit, OK, voilà, c'est tout d'un coup, dans mes mains, clic. Hey, Marc! Étienne! Let's go! No excuses! Puis il a gagné le combat. Là. Ça, puis Marc, il a monté les escaliers, là, tu sais. J'ai pogné par les pantalons. Puis je me souviens, au dernier round de ce combat-là avec Jean, je sais pas si je l'ai fait avec toi. Tu sais, il dit seconds out, là, tout le monde a... Mais moi, je t'ai gardé sur le... partir trop tôt. Oui, je te laissais garder sur le siège. 30 minutes de pause au combat, c'est ça que tu leur disais. Puis là, j'étais avec Jean, puis je dis, imagine, Jean, aux conférences de presse, tu peux dire que tu as gagné ce combat-là avec une main. Ah, il était content. Oui, let's go. Ah, oui, let's go. Je sors pour la 12e round. All right, je continue mon petit jeu. OK. Liam Smith ou Callum Smith? Encore parce que j'ai plus d'affinité. Liam, c'est mon style, mais il faut que je te conte une histoire sur Callum Smith. Je suis très fier, puis j'ai des témoins à ça, which is good. C'est pas juste une histoire de T-Ross. Comme dirait Matt Casavan, des T-Ross. Oui, des Ross Facts. Ouais. Ça, c'est un fact. On est en Arabie Saoudite. La première fois qu'on boxe en Arabie Saoudite pour le Ali Trophy. Contre Bratzi. Non, contre George Groves. Okay. Contre George Groves avant quand on a gagné ça. Et là, on est dans le vestiaire. Puis là, ça fait depuis son début aux États-Unis que je travaille avec Callum Smith. Joe Gallagher est son entraîneur. Là, ils sont dans le vestiaire, puis ils s'entraînent, puis fait les pads. Boum, 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 main droite. Boum, 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 main droite. OK, parfait. Combat commence. Main droite. Puis Groves, c'était un gars qui restait par en arrière avec la main gauche basse. Puis à chaque fois que tu lançais la main droite, lui, il voulait répliquer avec une main droite. Là, je commençais à me pomper. Arrête de faire ça, man, ça va être dangereux. Fait que là, je dis, OK, je fais mon shot. Toc, toc, seconds out. Joe sort du ring, moi, je reste en haut. Puis je pousse Callum Smith. Je le garde assis sur le banc. Et là, je le tape sur la poitrine. Tac, tac, fort, là, pour le réveiller. Throw the fucking left hook. Throw the left hook. Fini avec le crochet de gauche. Il sort, left hook, fight's over. Puis là, Anthony Crawler, ancien champion du monde, lui était là dans le coin avec nous. Il dit, Russ, you called it. C'est vraiment fun pour quelqu'un d'avoir un impact sur le combat. Et Callum m'a donné un impact. Et ouais, comme je te dis, je suis vraiment proche d'eux autres. Liam ou Callum? Il a dit Liam parce que c'est la relation ouais. qu'ils ont. Maintenant, Liam ou Derek Chisora? Liam, OK. Parce que Chisora est un fusée qui peut partir n'importe quand. Fusée, il fait qu'est-ce qu'il veut. Là, lui, il boxe sur l'instinct de fighter. Là, pas parce que technique, mais Liam est un cerveau. Là, c'est une éponge. Il regarde des affaires. Fait, Liam, sans doute. OK. Liam ou Otis Grant? Ben, je ne peux pas aller contre Otis Grant. C'était mon Non, mais c'est talent. Là. Il veut juste dire quel boxeur qui est meilleur.
Otis, je pense qu'il était plus complet que Liam, je pense. Otis Grant, Sergio Martinez. C'est a good question. Deux gauchers. Sergio Martinez, il était très différent de Otis. Sergio, il aura donné de problèmes à Otis. Gaucher, déplace beaucoup. Ça aurait donné beaucoup de problèmes à Otis. Mais Otis, je l'avais depuis l'âge de 13 ans. Fait que je peux pas choisir... King Kong, je choisirais Otis. Otis, c'est mon boxeur. All right. Otis ou Jean-Pascal? That would have been a good fight, you know. Ça aurait été un combat, man. Ça aurait été un combat. On n'a pas eu la chance au Québec de voir Otis quand il était à son meilleur. Puis quelqu'un que techniquement aurait été solide. Ça. Il n'y avait pas beaucoup de faiblesse, Otis. Il aurait pu avoir des bons combats à une certaine époque. Avec Lucas, ça aurait été excellent. Ils nous ont refusé. Il n'a jamais battu contre aucun de ces gars-là, man. Ils n'ont jamais donné. Il y avait plein d'options de combats, là, les Ouellet, Ouellet, Lucas, Alex Hilton, il était là. Même Davey à un certain point. Davey était là. Matthew, à un moment donné, il était là, mais personne. C'est triste dans le sens que les promoteurs n'ont jamais donné cette opportunité à Otis au Québec. Je pense sur sa fiche, il y a Bernard Rompré, c'était le seul Québécois contre qui s'est battu, puis deux autres combats qui étaient dans vigueur, peut-être national ou international, c'était Pee-wee Flynn, qui a knocké en première ronde, puis Gilbert Baptiste, que Otis a gagné le titre nord-américain contre lui, mais Otis, il n'y a pas... Tu sais, on se souvient après son accident, quand il est revenu, puis il était signé avec le groupe Yvon Michel, mais avant ça, il voulait rien. Ils n'ont même pas parlé de lui dans le Journal de Montréal. Non, hein? Non. Même ça m'a causé une chicane à vie avec le regretté Daniel Cloutier, parce que ce qu'ils ont fait avec Otis, que j'ai finalement perdu les pédales avec lui, puis... parce qu'ils n'ont jamais parlé d'Otis. C'était toujours Wallet ou quelqu'un d'autre. Ils n'ont jamais donné parce qu'il n'était pas québécois? Ben, pas comme... Francophone? Ouais, pas francophone. Si ça, c'est vrai, Sam, pourquoi il était populaire quand il est revenu puis il avait signé avec Yvon? Il aurait pu faire ça pour lui avant. Là, puis il y a eu une belle fin de carrière, mais il n'était pas l'ombre de ce qu'il a déjà été. Là, tu reviens... Plusieurs années plus tard, tu reviens d'un accident, il était comme brûlé. Mais Jean, malgré que c'était pas le même catégorie de poids non plus, là, c'est pas fair parce que Otis à 160, quand il était vraiment... Non, mais pound for pound, il parle. Là. Pound for pound. Jean... Parce que tantôt, il t'a parlé... Il n'y avait pas Usyk, non, j'ai pas parlé de ça. Quand tu parles de pound for pound, si tu me dis pound for pound, puis je argumenterais même avec Jean là-dessus, quand moi je considère quelqu'un comme pound for pound, qu'est-ce qu'il est capable de faire globalement dans ton jeu de pied, ta technique, comment tu places tes mains, la qualité de tes coups. Jean, il faisait beaucoup d'erreurs, puis il était large. Puis on se souvient, on l'appelait le garnotte, les gens, là. Oui. Il faisait plein d'erreurs techniques. Ouais. Mais en fait, il était côté talent, il est dur à battre. Oui, mais j'ai pas dit talent, on a parlé livre pour livre. Mais moi, je veux dire, c'est les résultats. Ça entre dans le livre pour livre. Dans un combat, même s'il faut faire plein d'erreurs, je pense que Jean va être capable de battre un gars que Otis sera pas nécessairement capable de battre. Oui, mais moi, je considère pas livre pour livre de même. Quand moi, je parle de livre pour livre, je pense à Sugar Ray Robinson, que lui, il était capable de faire tout qui entoure un boxeur complet, meilleur que n'importe qui d'autre. Jab était meilleur, crochet meilleur, main droite meilleure, jeu de pied meilleur, vitesse meilleure, défensive meilleure. OK, mais... Ça, c'est comment je considère, moi, livre pour livre. C'est pas une mauvaise manière de voir les choses, sauf que moi, la manière que je vois ça, c'est Jean va peut-être être... Il fera peut-être pas aussi bien, il aura peut-être pas une aussi bonne technique, il va pas être aussi bon pour faire ses step back, il va pas être aussi bon pour faire ses crochets, mais il va le battre. Puis l'autre va peut-être pas le battre. Oui, de ça, je suis d'accord. Rendu là, c'est celui qui gagne le combat, c'est lui le meilleur pound for pound? Non. Lui, c'est le meilleur parce qu'il gagne le combat, mais pas meilleur parce qu'il est... Pound for pound, ça veut juste dire, peu importe la catégorie de poids, qui gagnerait ce combat-là. Les deux gars au même poids. Les deux gars au même poids dans moi, je pense que peu importe le poids, on peut rien y enlever. Est-ce que techniquement, il va être parfait? Vraiment pas. Il va faire plein d'erreurs, mais il va toujours trouver une manière de gagner. Moi, je mets la qualité du boxeur, je donne plus d'importance au niveau technique que
que toi, qu'est-ce que comprends. tu donnes. Mais parce que Russ, c'est un grand C'est pédagogue, vrai, puis toi, c'est t'es vrai. un gars de cœur dans le ring, là, tu sais. Fait que toi, tu veux le résultat, puis lui, il veut la technique parfaite, tu sais. Fait que... Parce que si on mettait, mettons, ta technique dans la férocité de Jean, il serait encore meilleur. C'est sûr. C'est sûr. Ben, mais... Ah ouais, OK, on n'a pas fini. Maintenant, Jean-Pascal, Arthur Beterbiev. Wow. Beterbiev, il est complet, man. Encore, je reviens tout de suite, je regarde ça. Force de frappe. Mais même techniquement, tu sais, c'est pas un gars qui swing de champ gauche, là, tu sais. Même si moi, c'est sûr que je vais toujours avoir un Parti pris. course, parti for pris pour Jean, Jean. moi aussi. Mais là, Beterbiev, il était undisputed. Là. OK, Tu OK. sais, il Non, mais tu était vois, champion unifié à un moment donné. C'est dur d'aller contre tu peux pas aller contre quelqu'un qui. OK. On parle de champion. Lomachenko ou Beterbiev? Lomachenko. Ah, mais il était... Oh, il était... Parce qu'il y a encore des choses dans... Même si je garde mon philosophie maintenant de technique, il y a des choses de plus qui fait que Beterbiev, tu sais, ses combinaisons, ses attaques up and down, ses jeux, déplacements de jeu de pied, il rajoute plus, il coche plus de Je suis bois. d'accord. All Moi right. aussi. Lomachenko ou Usyk? Man, ça, c'est 50-50. OK, mais non, c'est... Moi, il y a deux façons de regarder ça. Lomachenko, il est capable de faire un peu plus que Usyk, mais le fait que Usyk fait tout ça en étant un cruiserweight ou poids lourd, ça, c'est une grosse coche là, que ça donne. Usyk, mais- Lomachenko le fait à 135 livres. là. Ouais, L'autre, il fait à 200 livres, 235 livres. Est-ce que exactement, tu sais, la boxe que Usyk a, s'il était plus léger, est-ce qu'il serait aussi dominant? Tu sais, le fait. Il sera Lomachenko. Je pense que Usyk... il y a autant est d'habilité. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, tu vois. Il est le version plus pesant de Mais Usyk. c'est moins élégant quand C'est- même. Exact. So, that's the petit côté Fait technique. que que je parle. me demande si c'est parce qu'il est un peu moins bon ou c'est juste parce qu'il est plus gros. Fait que tu sais, plus les gars sont gros, plus sont. Il y a plus d'élégance, comme tu dis. Ça, c'est le mot parfait. Fait que là, tu reviens un peu à mon argument. Ouais, exact. Ben, j'ai pris ton argument là. Parce que si tu sais par résultat, un champion Usyk incontesté est dans pas deux comparable, divisions, ben ouais. fait qu'il devrait être peut-être le meilleur de tout le temps de tout le monde. mais- Tabarnouche, si c'est par résultat, Lomachenko, il a perdu à son deuxième combat. Ouais, c'est ça. un jambon. Pas bon, il a perdu le deuxième combat. Il s'est retiré quoi? Genre 16-3, là, Lomachenko? Ouais. 16-3. Tu on regardes dit, ça, ouais, vraiment. Il aurait peut-être pu gagner un titre à Novia. From Montreal, Quebec, Canada. Mais vous savez quoi? On va continuer de débattre un petit peu. Là, on passe à notre prochain segment. On a tout le temps un segment qui est un débat sur la boxe, Ross. Puis toi, tu connais la boxe de fond en Je comble. débat jamais. Non, toi, tu te bats, tu te débats pas. Tu sais, maintenant, de nos jours, puis on en a parlé un peu avec le camp d'entraînement de Usyk puis de Lomachenko, il y a beaucoup de technologies qui sont impliquées dans les training camps. Il y a beaucoup d'entraîneurs maintenant qui utilisent différentes technologies, autant en conditionnement physique avec les nutritionnistes, avec des données à l'entraînement. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on accorde trop d'importance à ce qui est fait à l'extérieur du ring de boxe? Je me suis fait dire que Russ, dans les années 80, il fumait dans le gym. Fait que lui, c'est sûr qu'il va avoir une opinion un peu biaisée par rapport à ça. là. Hey, quand j'ai commencé dans la boxe au club olympique, je vais toujours avoir cette image. C'est dommage, on n'a pas une photo. Je sais pas si tu t'en souviens. Est-ce que tu as connu Dave Campanella? Pas vraiment. OK. Fait que, tu sais, il a entraîné Moffat, Ouais, il a je sais entraîné très toute bien. ce Mais gang-là. quand moi, j'ai commencé, il est décédé pas longtemps après. OK. Fait que juste pour te donner une idée, tu avais le ring, tu avais une genre de table où le chaudière était là pour que les gars puissent se cracher, puis à côté, tu avais un cendrier. Tu sais, parce que Dave, il fumait. Puis quand Arturo Gatti, pas le junior, Arturo Gatti, il venait, il avait 7-8 ans, ou Victor Salvatore, il venait pour attacher les bandages, parce qu'à l'époque, t'avais pas de velcro, c'était une lacet qu'il fallait. Fait que Dave, il a sa cigarette dans la bouche, puis avec le sound qui descendait, puis il attachait les... Pendant que les gars s'entraînaient. Ben ouais. J'ai même entendu des histoires qui étaient dans le coin en train de parler aux gars avec la cigarette pendant les sparring. Tu sais, comme... Ben oui, pendant le sparring, oui, le cendrier était là, puis si jamais il fallait qu'il monte, puis il n'a pas mis le cigarette dans le cendrier, il était dans la bouche. Mais ça, c'est pas le point. Moi, qu'est-ce que tu demandes? C'est une très bonne question. Est-ce que je peux répondre? Ben oui, absolument.
je pense qu'il y a beaucoup de choses l'évolution est importante dans n'importe quoi. Moi, qu'est-ce que je pense dans le monde de la boxe aujourd'hui, et j'attends que tu peux me répondre à ça, c'est que oui, on a toutes ces innovations, évolutions, une certaine science qui est mise, comme les Russes ont fait pendant des années, la science qu'ils ont mis derrière le corps humain et tout ça. Mais maintenant, on le fait, puis on néglige, parce qu'on n'a pas d'enseignants, on néglige beaucoup l'aspect technique, l'art, la beauté de la boxe, de qu'est-ce que ça pourrait être, comme de voir des qui qu'on a vu dans notre époque récemment qu'on peut dire que ça se compare à Sugar Ray Leonard, à Sugar Ray Robinson, OK, il n'y en a pas un tonne, là. Ouais, non, mais- oui, tu peux en nommer. Mais avant, tu peux nommer. Il y avait une division pleine de ça. Mais ça, je pense que, à moins que je me trompe, là, des fois, on est un peu nostalgique quand on pense au passé. Parce que, des Sugar Ray Leonard puis des Sugar Ray Robinson, il n'y en a pas eu, même à cette époque-là, il n'y en avait pas des milliers. Non, il y avait une division qui était remplie que de ça. Roberto T'avais Duran. Hearns, t'avais Durant, t'avais Benitez, tu sais. Ils étaient remplis, tout dans Mais là, la t'as même nommé division. 3 gars. Hagler, Tout dans- Leonard. Non, t'as raison. Puis tous les restes qui étaient là-dedans, tu sais, Ronnie Shields, il était là-dedans, tu sais, t'en avais des... Même John Mugabe, personne ne va penser à John Mugabe. Mais regarde le combat qu'il a fait avec Hagler. Il y avait peut-être... C'est sûr que tu vas toujours avoir des bons. Tu vas toujours avoir des Terence Crawford là-dedans. Ça, c'est sûr. Tu vas toujours avoir un Mayweather. Ouais. Tu vas avoir... Mais à l'époque où on n'avait pas toutes ces innovations-là, toutes ces évolutions-là, mais tu avais plein... Tous les gars, même les gars qui n'étaient pas bons, ils étaient bons. Tu sais, et pour te donner un exemple, Ça se peut-tu que c'était justement parce que les bons étaient. Tu sais, mettons, tu t'as dit que tu allé au camp d'entraînement de Lomachenko puis de Usyk, puis que c'est juste à un autre niveau. Tu n'avais jamais vu des gars s'entraîner comme ça. C'est des animaux Je pratiquement. sais où là. tu t'en vas, continue. Et ça se peut-tu que, parce que l'innovation n'était pas aussi élevée, il n'y avait pas une aussi grosse différence entre les tops et les moins bons? Non. Moi, je pensais que tu étais pour dire, à cette époque-là, je peux faire l'argument même, tu sais, ça sera dur à débattre ça, que tous nos grands champions, il était champion de la moitié du planète. Parce que l'autre moitié, il était en Union URSS. Soviétique. Ouais. Exact. Ils n'ont pas tourné. Fait qu'on n'a pas eu la chance de voir des Usyk puis des Lomachenko. Ouais, ça, c'est un tourner bon point. Mais C'était les champions des États-Unis pratiquement, ou puis quelques Angleterre, pays. Quelques pays Allemagne, d'Amérique du Sud. Oui. Mais si tu regardes en général, admettons que ça, c'est pas notre faute que l'Union soviétique existait comme ça, mais si tu regardes les boxeurs de cette époque-là, tout le monde était talentueux. La profondeur était beaucoup plus talentueux. Fait que je ne dis pas que les bons aujourd'hui ne sont pas bons. Tu vas avoir des Shane Mosley. Tu vas avoir... Mais après que tu descends 2-3 rangs, là... Et puis quand tu dis que là, tu viens de nommer Shane Mosley, fait que tu veux dire même les années 90, même les années 2000, ça avait déjà baissé selon toi? Bien, je pense que ça a baissé depuis les années 80. Oui, absolument. OK. 100%. OK. Puis, juste tu vois les résultats, mettons, est-ce qu'on est d'accord, puis je pense que le preuve est là, mais est-ce qu'on est d'accord que la boxe amateur joue un gros rôle dans la fabrication des boxeurs professionnels? C'est très important. Évidemment. OK. Mais garde les résultats dans l'Ouest maintenant, aux Jeux amateurs. Puis, mais On l'a pas. Mais Je même, pense même les aux boxeurs- États-unis, c'est. Non, mais dans l'Ouest, ils considèrent les États-Unis. OK. Ils vont Ouais, dire, ouais, Moi, oui, Ouest, c'est- l'Occident, occidental, comment? Ouais, excellent. Fait que, tu sais, avant, man, en 1988, quand on est allé aux Olympiques avec la meilleure équipe que le Canada a produit, année après année, on a descendu avec nos résultats. On a passé de 3 médailles à ces Jeux-là. On a sorti de là avec en 10e position de classement Pour les mondial. gens qui ne le savent pas, là, en 88, c'est quand Lennox Lewis a remporté la médaille d'or. Egerton Marcus, le médaille d'argent, puis Raymond Downey, le médaille de bronze. Là, on n'a jamais vu rien de je vais donner une meilleure que ça. En 1986, aux Jeux du Commonwealth en Écosse, Canada a envoyé 6 gars en finale. On était le Cuba de le Commonwealth. Mais est-ce que ça se peut que peut-être qu'à cette époque-là, les boxeurs ne tournaient pas autant professionnels? En ce moment, tous les gars, dès qu'ils sont bons un peu, ils font le switch. Il y a comme une... Ils font le saut chez les professionnels. Il y a beaucoup de gars qui tournent professionnels maintenant qu'on n'aura jamais osé de tourner Trop tôt. professionnel Ouais.
avant parce que le professionnel était un game ouf. Ouais, ça, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Là, parce que quand tu regardes les. Tu sais, on peut. À cette époque-là, il n'y avait pas de dossier BoxRec. On s'entend? C'était beaucoup plus compliqué de savoir qui on affrontait. Là, OK. Tu regardes, mettons, tu as dit tantôt que ton boxeur le plus talentueux de l'histoire du Québec, c'est Davey Hilton. Je m'ostine aucunement au niveau de son talent. Il était incroyable, devenu champion du monde. Talent, oui. Mais si tu regardes sa fiche, là, il y a le nombre d'adversaires très peu crédibles qu'il a affronté, il y en a une méchante gang. Puis ça, c'est la même chose. Tous les boxeurs qui ont été connus et qui étaient populaires dans les années 80 au Québec, là, on parle souvent de la promotion de Régis Lévesque qui était un dieu pour remplir des salles. Avec des gars ordinaires. Mais leur adversaire était vraiment ordinaire. C'est juste qu'on le savait pas. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseau. Les gens n'avaient aucune idée. Lui, il disait que c'était un tueur de... Moi, qu'est-ce que je veux dire? T'as raison, Anthony. Moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que toi, les gars qui ont tourné professionnel, qui ont fait de quoi? Ils ont fait un cheminement amateur. Même Donato Paduano, tu peux regarder sa fiche, il y en a beaucoup des gars qui n'étaient pas bons là-dedans. Ils tournaient des gars professionnels n'importe comment, c'était pas bon. Mais eux autres, ils n'ont pas poursuivi une longue carrière. Mais Paduano est allé aux Olympiques. Oui. Toi, t'as essayé d'aller aux Olympiques, t'as fait un cheminement à l'équipe nationale. À cette heure, il y a des gars qui tournent professionnels maintenant. Trop tôt, t'as raison. Ils n'osent même pas essayer le niveau amateur. Et le résultat, la preuve, c'est que Canada a aucun résultat. Puis je parle pas de boxe féminine, là, je parle homme, là. On n'a aucun résultat, zéro. On a signé Wyatt Sanford qui a gagné la médaille de bronze pour la première fois depuis David Defiebon en 96. C'est qu'il y a quand même un peu de mouvement. Ouais, c'est big. C'est long. Exactement. Ouais, mais les Canadiens, il y a plus de parité. Là. Les Canadiens n'ont pas gagné la Coupe Stanley depuis 1993. Ça, c'est mauvais. Non, mais c'est la réalité du sport professionnel. C'est rendu planétaire, tu l'as dit. Là. À une certaine époque, les Russes ou le URSS ne faisaient pas partie de ça. Il y a plus de compétition. C'est plus ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais moi, je parle au niveau Canada. Il y a beaucoup de jeunes qui ont tourné professionnel que peut-être ils auront eu le résultat. Puis moi, je suis coupable un peu de ça, d'avoir tourné le mieux professionnel à l'âge de 18 ans. T'sais, on aurait pu le garder professionnel, mais amateur, excuse-moi, mais on a décidé de le tourner professionnel. Fait que je suis un peu... Mais il était quand même quelqu'un spécial, puis plus... fait pour la boxe professionnelle. Je dirais pas de nom, mais je parlais avec un jeune qui m'a approché il n'y a pas si longtemps. Il voulait faire le saut chez les professionnels. C'est un petit jeune de 18-19 ans. Puis, tu sais, je lui demandais pourquoi tu fais pas un plus long parcours en boxe amateur. Là, moi, je pense que tu devrais... Tu as tout à gagner en allant te frotter contre l'élite au niveau mondial. Tout ça. Puis, mon style, il me disait que son style fait plus... il a plus un style professionnel. Puis, il va plus performer chez les pros. Ben ça, c'est moi, vrai. Moi, ce que je lui ai dit, puis j'ai dit, je vais être vraiment honnête avec toi, là. Quand j'entends ça d'un jeune de 19 ans qui a plus le style pour les professionnels, je pense sincèrement que tu n'as pas confiance que tu vas gagner les nationales. Tu n'as pas confiance que tu vas être capable de te démarquer sur la scène internationale, puis tu aimes mieux faire le saut chez les professionnels pour pas perdre ta valeur. Si tu as vraiment confiance en toi, hey, Christian Mbili, là, il a représenté la France aux Jeux olympiques. Y a-tu un style amateur? Là, il n'y a pas de style. Mais ça n'existe plus, un style amateur tant que ça. Maintenant, là, ça fonctionne. C'est scarré comme la boxe professionnelle. Oui, mais pendant 25 ans, c'était pas comme ça. Et non. Ça va peut-être changer encore. C'est pas facile. Mais une autre des raisons pourquoi les jeunes maintenant veulent aller chez les professionnels plus rapidement, c'est qu'il n'y a plus de financement. Les gars doivent payer pour faire de la boxe puis manger des coups sur la tête alors qu'ils se disent si je passe pro, là je serai plus. C'est eux qui vont me payer. Alors là, ça c'est fait peut-être un plus gros facteur que n'importe quoi d'autre. T'as raison. Tabarnane, je peux être payé ou tu veux que moi je paye. Hey, j'ai parlé à Christopher Lindsay de Boxe Canada, puis j'ai su qu'il faisait un genre de camp de performance, de tester ta performance. Puis ils ont invité tous les boxeurs de l'équipe nationale pour venir faire ça. Il fallait que tout le monde paye leur déplacement
et payer pour prendre le test. Ah, wow. Mais tu me niaises, là, man. Mais c'était pas obligatoire, j'imagine. C'était obligatoire. C'était obligatoire, mais Ben c'est oui. à leurs frais. Mais Ben oui. c'est parce que Pareil ils comme le déplacement de ils venir à reçoivent Montréal. Leur carding, c'est Ok. supposé de payer ça, le Ça, carding ça, reçoit. Donne pas de carding, puis paye leurs dépenses d'abord. Donnez pas de carding, paye Ah, leurs tu sais, dépenses. Non, man, à ça. mon époque, honnêtement, c'est knock on wood, j'ai été choyé. Là. On avait. T'avais un carding, puis tes dépenses étaient payées. Ben ouais. Exact. Puis on a. Puis là, c'était président de Boxe Québec. Oui. Non, c'était même avant. Oh, même avant, oui, c'est ça. Même avant, oui. Puis honnêtement, tu sais, on faisait beaucoup de camps d'entraînement à l'extérieur, beaucoup de compétitions. Le gouvernement investissait énormément d'argent, puis on a eu des résultats aussi. Pas juste l'investissement, la gérance de cet argent-là, gérer cet argent-là était beaucoup meilleur aussi. Maintenant, on paye, on assure de payer tous les officiels. Les officiels, il faut qu'ils soient payés. Les staffs permanents, il faut les payer. Même entraîneur national, il faut le payer. Tout ça, c'était gratuit il y en a avant. plus pour les athlètes. Il ne reste plus rien pour les athlètes, man. C'est triste, dans le fond. C'est terrible, c'est terrible. Et le pire, c'est que ça devient un pay-to-play system. Fait que personne ne veut chialer contre ça. Les coachs, ils disent « Quoi? Je paye? OK, si je paye, si moi j'étais dans le boxe amateur aujourd'hui, puis j'avais un gars qui allait sur l'équipe nationale, je dis « Parfait, moi, il faut que je paye. Parfait, moi, je fais le voyage avec lui. Il va porter les couleurs de mon club de boxe parce que c'est moi qui paye pour qu'il voyage. Il ne portera pas les couleurs de Canada. Il va porter le club de... C'est moi qui paye. That would be my... Non, tout le monde. Oui, il va payer, c'est une bonne expérience, puis tout le monde paye. Pay to play. Pareil comme qu'est-ce qu'on voit un peu maintenant dans le boxe amateur, dans le boxe professionnel. Les gars sont prêts à acheter une place sur la carte. Tu sais, ils sont prêts à payer pour être sur la carte. Sinon, il n'y a personne qui veut les avoir. Fait que ça change beaucoup. Moi, j'ai fait une analyse de ça et je pense que la boxe... Parce que présentement, il y a probablement plus de clubs de boxe au Québec, à Montréal, certainement, qu'il n'y a jamais eu à n'importe quelle époque. Ouais, OK? mais on s'entend que c'est de la boxe, c'est beaucoup du cardio-box. C'est fini, OK. J'ai volé le punch. T'as volé le punch. Tu sais, il n'y a plus de boxeurs. Fait que la boxe amateur est devenue box fitness, même avec leur ridicule nom de Fun Box, ils ont un programme qui s'appelle Fun Box. Mais de quoi tu Qui a parles, ça, Fun ce programme-là? Boxe Québec. Ah oui, hein? Pour les jeunes. OK. Fun Box. Mais il y a no such thing as fun box. Manger un claque sa gueule is not fun, OK? Fait que arrête de promouvoir cette mentalité Ça peut que être c'est le pour fun le fun. si c'est dans toi. Ou Mais si c'est toi qui donnes les coups. Oui, c'est ça. Il y en a une. Pour une des deux, ce ne sera pas le fun, OK? It's not fun, là. Puis c'est une mauvaise mentalité. Mais en tout cas, boxe amateur est devenu fitness boxing. Boxe professionnelle est devenu amateur boxing. Puis les élites de boxe professionnelle est devenu affluent boxing. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont un promoteur derrière eux, ceux qui réclament beaucoup d'argent pour les Bulls, les Crawford, les Canelo, tout ça. C'est pour les riches, là, Arabie Saoudite. C'est juste les riches qui jouent là-dedans. Tu sais, entre ça, t'as rien. Le 4 où on était, Sam, en Arabie Saoudite, il y avait 7 combats qui auraient pu être une finale n'importe où dans le monde. Ah Fait que ouais, tout le c'est monde, sûr, c'est sûr. Russ, qu'est-ce que tu penses de la meilleure carte de boxe jamais présentée? C'est un désastre. Mais pourquoi? Parce que tu mets 7 combats et il n'y a aucun développement en dessous de ça. Zéro. Nous autres, on a boxé. J'étais dans le coin de Callum Smith contre Bouati, qui fut un des candidats pour le combat de l'année. Je pensais qu'on sortait comme le 4-round opener, le combat de 4 rondes du premier de la soirée. C'est pas un shot en place. C'est pas bon pour le développement de la boxe. C'est pas bon pour le visionnement. Mais c'est la télévision, parce que, tu sais, quand Canelo avait boxé... Non, c'est parce que c'est de l'argent. Il y a un gros gala ce soir. Puis moi, j'arrête de te parler avant que tu lèves ton pantalon si tu me parles de boxe. Il y a un gros gala ce soir. Mary Spencer qui va se battre contre Michaela Mayer. Combat d'unification. Plus grand combat de boxe de l'histoire de l'histoire de la boxe féminine. Ça va avoir lieu ce soir. J'ai fait l'erreur de dire que c'était un undisputed, mais c'est pas undisputed, c'est... Tu veux dire au Québec? Au Québec, oui, exact. Oui, on s'entend. Oui, I was going to say, did he not go to the Serrano? Oh, j'étais là, les deux. Oui, c'est ça. Non, pas le... 2 des 3? 2 des 3. 2 des 3. Mais donc, gros show. Ça va être Michaela Mayer, Mary Spencer, vous avez qui? Vous avez quoi?
Comment on voit ça? Ben là, c'est une question facile. Tu penses que c'est une question facile? Non, c'est pas une question facile. Si tu dis que c'est une question Comment tu facile. veux qu'il veut répondre à Ok. ça? Non, moi, je Non, mais on va être vraiment très... La tu sais, question est très facile. C'est un Oui. combat difficile à prévoir. C'est un combat difficile à prévoir. C'est Puis, facile. mais tu sais, je crois énormément aux chances de Mary. Je souhaite réellement. Puis, tu sais, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour remporter ce combat-là. Il y a des points qui me disent que ça va être excellent. Tu sais, le fait que ce soit un petit ring, le fait que Myers, ce soit une fille qui est quand même prône à se faire frapper. Mary Spencer a une très bonne force de frappe. Ce qui est quand même assez rare chez les femmes. J'ai l'impression que ça peut avoir un impact vraiment positif. Par contre, le fait que ce soit aussi un petit ring, c'est aussi un désavantage parce que Mary a déjà démontré un peu de fatigue. Elle a eu de la misère à finir fort dans ses combats. Puis on le sait que Myers, c'est une fille qui va mettre énormément de pression, qui va être dans sa face tout le long. Donc, est-ce que le fait d'être dans sa face tout le long, ça va briser Mary, puis elle ne sera pas capable de finir en force, ou au contraire, ça va lui permettre des ouvertures, puis elle va être capable de lui passer le knockout? C'est ça qui rend le combat aussi impressionnant, aussi intéressant. J'ai confiance en Mary, je crois en ce combat-là, mais j'ai vraiment hâte de le voir. Il a vraiment appris à être promoteur puis être capable de patiner nice. You did good, Anthony. Mais c'est une très bonne analyse. J'étais pour dire que moi, je me souviens quand Mary était Mary. Tu parles en boxe amateur? A perdu trop de temps entre tournée professionnelle et devenir amateur. Fait que le Myers en a parlé à la conférence de presse cette semaine. Elle se rappelle de elle, de Mary Spencer. Contre était quelque chose. Était quelque chose. Était l'équivalent vraiment... de Katie Taylor. Là, c'était le même genre d'impact sur la scène de la boxe féminine. Mais c'était à 139 livres. Puis elle a monté à 165 pour aller aux Olympiques. Quand elle était au meilleur de sa boxe... Ouais, mais elle avait 22 ans, là. Exact, mais il y a quand même une différence. Elle est passée de 139 livres à 165 livres parce qu'il y avait une opportunité olympique. Elle a dû prendre du poids. Elle a dû... Tu sais, ça change... De passer de prendre 25 livres, là, ça change ton style de boxe puis ça change ta résistance puis, aussi. Puis elle était capable de le faire aussi. Elle était capable de le faire aussi. Là, elle mesure 6 pieds. Là. Elle était capable de le faire. Moi, je dis... Ça donne... Qu'est-ce que tu viens de dire? Donne une idée comment bon elle était. Ouais. Mais pour moi, elle a attendu trop longtemps de faire le saut chez les professionnels, comparativement dans son prime. Là, t'as pas tort, mais j'ai aimé ça que tu la compares à Katie Taylor dans son prime. Mais là, on va avoir un Amanda Serrano avec Michaela qui met de la pression. Tout ça. Elle a ce petit côté spécial-là. Ouais. Puis j'espère que ce soir, on va voir. It has to come out. Exactement. Puis je pense que ce soir, ça va sortir. Ouais. Elle a eu un camp d'entraînement incroyable. Elle s'est entraînée en Ontario avec sa coach amateur. OK, elle a eu un camp d'entraînement incroyable. Tu l'as même pas vu. Tu l'as même pas vu. Ça, c'est la job d'un promoteur. Elle a eu un camp d'entraînement incroyable. T'étais sur l'Ontario. T'as-tu vu ses rounds de sparring? Non, mais j'étais en contact constant avec elle, même si... Non, je te taquine, Anton. Non, mais t'as pas tort. J'étais pas présent. Mais Antonin, il fait des suivis avec tous les boxeurs, il les appelle, il prend des nouvelles à chaque semaine, ça fait qu'il sait. Je lui tirais la pipe un petit peu, mais moi, j'ai tenu les pads à Mary Spencer, puis ceux qui doutent de sa force, là, la claque qu'elle a, c'est vraiment impressionnant. Puis tout le monde parle de son crochet de gauche, mais elle a vraiment une bonne main droite aussi. Fait que si Michaela s'attend juste à bloquer le crochet de gauche pour pouvoir revenir, ben, elle peut se faire surprendre par la main droite. Au moins, c'est intéressant. C'est un bon combat, puis deux personnes que tu peux dire, OK, je suis capable de regarder ça. Tu sais, souvent, des combats de boxe féminine, c'est difficile à regarder. Le calibre n'est pas là. C'est sûr, encore, tu peux nommer certaines. Tu sais, je trouve que Kim Clavel, elle boxe bien, là. Tu sais. Mais moi, je trouve, honnêtement... ce que tu disais tantôt qu'en boxe professionnelle, maintenant, je trouve que l'élite est très bonne, mais qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Je pense que c'est plus ça avec les filles. Exact. L'élite est très bonne, les championnes n'ont rien à dire. Il y en a beaucoup de très bonnes athlètes. Mais je parlais de combat, une face à l'autre, souvent, c'est pas équilibré. Ben, c'est que des fois, il y a des catégories qui sont 30. C'est difficile même pas 30, man. Même pas. Puis le cinquième aspirant, une fiche de 5 victoires, 7 défaites, puis c'est cinquième aspirant au titre mondial, là, dans la division de Clarissa Shields. Si on revient à ce soir, il y a 2 autres combats qui auraient pu à eux seuls être des finales aussi. On est comme en Arabie Saoudite. Ouais.
Mais non, mais tu vas voir, mais ce qui est intéressant de la carte de ce soir, c'est vraiment la profondeur. Moi, ça fait longtemps que c'est une des meilleures une cartes. carte, oui. ça fait Ouais, longtemps que c'est j'ai pour pas dire, regardé une carte de boxe. Même le combat, tu sais, tous les combats, là, je pense à Eric Israélian qui ouvre la carte, il était à fond. 2-0 contre un gars de 6-0. Après ça, c'est Thomas Chabot. Il est 11-0 contre un gars de 6-0. Un gars invaincu, lui C'est aussi. comme puis c'est du local, si on veut. Là. Les adversaires, c'est des gars de d'autres provinces au Canada, là, tu sais. Puis après ça, tu as Chris Guerrero qui donne tout le temps un bon show aussi. Dans un combat compliqué quand même. Son adversaire, il a perdu contre Wagner, mais à part ça, Je serais surpris si Chris il l'arrête. Non. Je pense que ça va faire des rounds. Je pense que ce soir, ça va être une carte où il va y avoir beaucoup de rounds. Je vois pas beaucoup de combats s'arrêter rapidement. C'est parfait, il n'y a pas de hockey et il n'y a pas de baseball. C'est le moment pour faire des rounds. Mais tu as raison de ce que tu dis. C'est comme Ariel, tout peut être des combats de finale. Je trouve que le combat surtout le combat de Wilkins, puis il faut que tu trouves. Je sais pas c'est quoi l'arrangement financier que vous avez avec Casino, whatever, le besoin d'y aller là, mais je pense que ça, c'est la chose qui manque. Vous êtes maintenant en train, comparativement à là, quelques années, de mettre des combats locaux, dans vigueur locale. On a le bon combat, puis on la perd à cause de la visibilité de 500 personnes dans le casino. Oui et non. Il y a plusieurs éléments à cette réponse-là. T'as raison qu'on aurait certainement pu faire ça dans un amphithéâtre plus grand. Puis force les boxeurs à vendre des tickets. Absolument. Une chose, par contre, c'est que le Casino de Montréal, l'Auto-Québec, sont des très bons partenaires. Je le sais, Puis on peut pas... toutes les fois qu'on a un grand combat, on ne l'amène pas là. Exact. Fait que c'est important pour nous d'apporter des combats d'envergure. Mais tu as raison. Un combat d'unification, un championnat du monde puis une demi-finale et le combat que Samuel a un gros intérêt pour Arthur Biaslanov aussi contre Sergei Lépinette. Oui. Mais Lépinette, c'est pas un combat local. Ouais, non, ça aurait pas, c'est pas ça qu'il aurait vendu. Tu as raison. C'est ça. Pas de ne pas vendre. Le public général, peut-être, aurait eu un intérêt, mais quand tu as deux gars de Montréal, que les deux vendent des tickets, puis ils disent Anthony, j'ai besoin de 75 billets, t'as tout ça? Oui, non problem. Non, ce combat-là. 153, 100 billets. En 24 heures. En 24 heures, c'était sold out. Puis jusqu'à cette semaine, il y avait du monde qui m'appelait. Je dis, ça a pris 24 heures. Là, appelle-moi pas 2 jours avant. La semaine passée, on a discuté un petit peu. Il y avait aussi un gros gala. Attends, mais là, on peut pas ne pas parler plus que ça de Wilkins Mathieu contre Shaquille Finn. Mais what's the matter with you, man? L'affaire, c'est que on est jeudi, ça va sortir demain le podcast, puis la soirée on va voir si on s'y connaît. OK, you're putting it to the test. On va regarder ça. Parfait. Dis-moi ta prédiction. Ben, moi, j'ai Predict Shaquille. Go say Shaquille. non. Mais ce que avec toute honnêteté, ce que j'ai dit, c'est que on a beaucoup parlé de Floyd Mayweather, comme quoi il était toujours... il s'est fait un peu chialer après parce que soit il prenait ses adversaires quand ils étaient passés leur prime. On pense à Manny Pacquiao qui était un petit peu trop tard, ou qui était trop tôt dans leur carrière, on pense à Canelo. Ouais, mais là, ça c'était en fin de carrière. Après les blessures aux mains de Floyd. Oui, mais le moment qui a été au début de sa carrière, Floyd, c'était pas un gros nom. Là, il était champion du monde, puis il n'y avait pas tant d'intérêt que ça. Là. Tant et si longtemps qu'il était avec Top Rank, c'était pas un major superstar de la boxe. Il s'est battu contre Gatti, ça a commencé à partir plus, un petit peu. Je me rappelle plus des années exactes, mais quand il s'est battu contre José Luis Castillo, quand il s'est battu contre Zab Judah... mais là, il y a un gros gap entre les deux. Non, je sais, mais il était quand même... Judah n'était pas à la fin de sa carrière. Là. Il était dans son prime. Là. Dans son prime. Ouais, un peu plus vers la fin. Non, Zab, il était quand même un peu fini à ce moment-là. Là. Il y a eu Cotto. Il y a eu... Non, absolument. Je dis pas qu'il a juste fait ça, mais il y a beaucoup de monde quand même. Mais t'as raison. Il y a beaucoup de monde qui reproche à Floyd d'avoir navigué. Comme c'est lui qui a fait le blueprint de qu'est-ce qu'on a maintenant que les boxeurs choisissent. Mais justement, là, on a ça. Shaquille Finn est comme favori dans le sens que, je dis pas qu'il est favori du combat, mais il est à pleine maturité. Il a 34 ans, il a des combats d'expérience, il est fort. Là, on arrive avec un gars comme Wilkins Mathieu qui a seulement 20 ans, qui a pas beaucoup d'expérience, qui a jamais fait de longs combats. On va se le dire, ça serait quand même surprenant que Wilkins s'en débarrasse rapidement. Je crois qu'il peut s'en débarrasser avant la limite, puis ça serait un méchant statement, mais ça risque d'être un combat
qui va perdurer. Mais je pense que c'est une belle opportunité pour Wilkins de prouver qu'il fait partie de l'élite. Là, dans le sens que on dit que Floyd a battu des gars quand il était trop tard ou trop vieux ou trop tôt. Je pense que Wilkins, c'est peut-être trop tôt. Fait que en nous prouvant, en montrant qu'il est capable de battre un gars contre Shaquille Finn, il va vraiment démontrer qu'il fait partie. Est-ce qu'il va être une superstar à cause de ça? Je veux pas brûler les étapes, mais je pense qu'une performance, une victoire convaincante, ça va le mettre vraiment sur un plateau différent. Surtout qu'on pense que la dernière performance de Shaquille Finn, c'était un combat ultra serré, un combat qui a laissé, qui était un peu controversé contre Eric Bazinian. Fait que Il y a 2-3 combats, ça. Là. C'était son dernier combat? Son dernier combat. D'après moi, il n'a pas boxé depuis. Non, il a boxé un combat en Toronto, je pense. Il a fait des combats, pas des gros combats significatifs de toute façon. Là. Puis Bazinian, il y a eu juste un combat contre Munguia entre-temps. Anyway, son gros combat récent, c'est contre Bazinian. Donc là, ça met... Wilkins peut démontrer à la Planet Box de quoi il est fait. Puis à l'interne, c'est quand même un peu de pression. Là. Je suis pas sûr comment vous êtes arrivé à l'affaire de Mayweather là-dedans, mais vous utilisez une recette qui existe depuis 150 ans dans le monde de la boxe, que tu prends un jeune espoir, 15 combats, tu pèses le clutch, change de vitesse, là, OK? Tu choisis quelqu'un, bonne feuille de route, bonne fiche de route, good, not bad, commence à être âgé, style est parfait, good. On va voir maintenant si Wilkins passe ou casse. Là, est-ce qu'il est trop tôt ou est-ce qu'il est vraiment bon? Exact. C'est une ancienne... Tu l'as fait dans ta carrière. Le step-up. On n'a rien inventé, tu as raison. Non. Sauf que le fait que c'est un combat à saveur locale, en plus, de pogner un gars plus expérimenté, meilleur que tout ce que tu as affronté, plus avec la pression d'affronter un gars de chez toi, c'est quand même... En même temps, là, non pas que j'ai une grande confiance en Wilkins Mathieu, tout ça, j'y crois, mais Shaq, il est très bon, puis j'adore la personne, c'est un être humain exceptionnel, mais il n'a jamais battu personne. Quand il est arrivé au next level, il va peut-être chercher une nulle contre un gars qu'il connaissait depuis 10 ans. Ils ont été sparring partners pendant je sais pas combien de temps chez les Grant. Les gars, ils se connaissent bien. Ils savent que, OK, ça va faire un style de combat, tu sais. Il avait pas vraiment, il était pas en danger dans ce combat-là, Shaq. Puis, tu sais, il a fait mieux que ce qu'on pensait. Puis Eric, il a peut-être pas fait ce qu'on pensait non plus, tu sais. Mais ça, c'est l'exemple qu'il donne. De prendre le jeune comme Bazinian, de dire, OK, es-tu prêt pour Shakir? Ça n'a pas passé. OK, next. Mais moi, quand j'ai la chance de voir Wilkins dans le gymnase, tu sais, puis je vois pas Wilkins perdre ce combat-là, tu sais. Je le vois mettre les gants avec des gars comme Moreno, je le vois mettre des gants avec les gars comme Mbili, avec Mehmet, tu sais. C'est des gars qui mettent de la pression, c'est des gars qui sont gros, c'est des gars qui cognent, tu sais. Et je vois pas comment Shaq... Il va le mettre dans l'eau chaude, c'est sûr, parce qu'il va mettre une pression pendant 10 rounds. Est-ce que Wilkins est capable de dealer avec une pression pendant 10 rounds? Ça, c'est la question. Ça va nous montrer l'expérience qu'il a, mais je vois pas Wilkins échapper ce combat. Okay. Mais s'il réussit à battre ce gars-là, puis de manière convaincante, sans échapper de peut-être en échapper quelques-uns, mais en gagnant la grande majorité des rounds, ou peut-être même en s'en débarrassant, ça va être quand même un gros statement. Un gros statement, puis ça te met dans le pétrin un peu. OK, what's next? What's next? On a plein d'excitation à ça. Marc a toujours parlé de quelque chose, puis je le tiens à cœur quand il dit tous les boxeurs sur la planète, à un moment donné, frappent le mur. Il y en a qui le frappent dans leur 3e combat de 4 rounds, il y en a qui le frappent dans une 6 rounds, une 8 rounds. Quelqu'un frappe le mur. Fait qu'à toutes les fois, quand tu as un boxeur qui monte, qui grimpe les échelons, qui monte, Wilkins, à un moment donné, il faut que tu le mettes contre quelqu'un. Il ne peut pas toujours boxer contre des chauffeurs de taxi. You have to fight. Là, you sais qu'il a frappé le mur contre qui? À date, nobody. Okay. Beterbiev contre Beterbiev en amateur. Mais pas frappé pour finir, mais je comprends ce que tu veux dire. Encore, il n'a pas frappé. Mayweather ne l'a pas frappé non plus. Ben, normalement, il frappe right? So, we fight the fights pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, de mettre la pression, tout ça. Fait que ça devient un combat intéressant. Moi, autant que je vous donne l'argument toujours, soit que sur mon podcast avec Cassavant ou quand on parle comme ça,
je pense pas qu'il y a assez d'importance mise sur les combats locaux, surtout qu'on a beaucoup de boxeurs de calibre quand même, des Québécois qu'on peut s'affronter ensemble, peu importe le Quand promoteur. on peut, on le fait. Oui, mais le problème, c'est qu'on le fait dans une casino que moi, si j'étais devant les gens de casino, je dis, mais à quoi vous pensez d'avoir une salle de spectacle qui contient juste 500 personnes? Même les plus gros bands, les groupes que tu veux amener, ne voudraient pas venir pour jouer devant 500 personnes. Ouais, mais T'sais, une chose ça, que- c'est le problème. On n'est plus, par contre, dans les années 80. Puis il y a les réseaux sociaux, il y a Punch and Grace, il y a Si, TVA ça, Sport. Les gens vont voir le combat. Non. Anthony, don't make me get up from here. Don't make Non, me... mais c'est Si pas moi. ça, c'est vrai. Moi, je me déplace. Non, oui. Mais les gens ont changé leurs habitudes. Non. Depuis, c'est pas... Si ça, c'est vrai, pourquoi il y a eu 75 000 personnes à Allegiant Stadium pour Crawford puis Canelo, puis quand t'es assis là, tu regardes l'écran, tu regardes pas le combat. Oui. Ben, t'es sur place. Oui, Et ça, mais c'est encore il y a important. des petits événements. Tu sais, relatif. pourquoi il y avait le stade était plein contre les Blue Jays dernièrement. Puis cette saison, tu pouvais acheter jusqu'à la dernière minute, tu pouvais acheter des billets à 30$ un peu partout parce que c'était vide. C'est la réalité, c'est qu'il y a des moments dans l'année, il y a des combats qui dépassent le monde du sport puis que les gens veulent voir parce que c'est un événement. Canelo Crawford, c'était ça. Les Blue Jays en ce moment en série mondiale, c'est ça. Mais c'est pas la réalité T'es pour pas tous les fair, combats de T'es pas boxe. fair dans qu'est-ce que tu dis. Tu parles d'une équipe qui est en série mondiale, puis tu parles de quelqu'un qui est impliqué dans le plus gros combat, de pas juste de l'année, mais peut-être un des plus gros Allez, de la destinée. les gars, Mais c'est toi, Attends, c'est toi qui as amené Moi, le combat. je dis relativement de passer de. Même le casino devrait avoir une salle de spectacle qui contient 3000 personnes. Mais Tu not bad, Non, 3000 t'as- personnes. t'as- Ouais. Je demande pas de remplir Ben là, le moi, Centre Bell. Là. Je suis pas propriétaire du casino. Non, de je Montréal. sais, mais c'est ça le problème. Ils n'ont pas d'hôtel, ils n'ont pas de salle de spectacle. Ça change beaucoup. C'est pas votre faute. Non, mais puis parce que- c'est des très bons partenaires. Là, Oui, exact. Exact. Mais imagine qu'est-ce que toi, en tant que promoteur, peux les amener. Si tu avais une salle de spectacle au casino, tu serais pas capable de rentrer 3000 personnes là-dedans? I don't believe that Non, for a c'est second. sûr, c'est sûr. OK. C'était un combat comme ça. Je me répète, ça a pris 24 heures pour que la place soit sold out. On aurait Parce que c'est certainement... 500 billets. Oui, mais on aurait pu faire 6 fois plus si on avait eu 2 mois pour vendre le gala, c'est That's sûr. right. Exact. Les gars, je suis le gâcheux de party. Je reviens à Wardley, Wardley contre Joseph Parker. Un combat qu'on avait dit qu'il allait être difficile à prévoir. Parker avait l'expérience. Wardley avait l'espèce de Aucune expérience. le punch, la fin. Oui, oui, oui. tu sais, Il n'y avait pas vraiment la jeunesse de son côté non plus. Non. là. C'était pas mal égal. Mais Puis c'était pas vraiment... je suis pas tant d'accord est-ce avec que ça avec c'était la un décision. arrêt, C'est un petit peu trop tôt? un peu rapide, là. Pas un peu. toi, tu trouves que c'était beaucoup. Ah, OK, t'es d'accord avec moi. Je pensais que t'allais t'ostiner. Ouais. C'est rare. C'est rare. Parker était en avance sur la carte des Ben juges. oui. Il s'est pas vraiment fait faire mal. Il s'est fait faire mal avec un uppercut, Il s'est fait faire mal. Je Mais dis il pas n'a pas été vrai. au plancher. Il pas allé au il a plancher. pas perdu ses jambes. Il était encore en contrôle. Il bloquait. Exact. Je suis d'accord avec toi. Il bougeait, il bloquait. Et il était champion. Tu sais, perdre son titre dans des conditions comme ça et perdre ce qui s'en vient. Là, tu sais, hey, il était sur tellement une belle séquence. Là. Il a battu tout le monde dans les Simon divisions. King, Deontay Wilder, Zilezang, Zhang, Bacolé. Ouais. Puis là, il l'échappe contre Wardley. Wardley m'a surpris. Oui, non, il a bien fait. Puis on le savait que c'était Mais- quand même un bon cogneur. Mais tu sais, il était en techniquement, arrière on sur la s'entend, carte. ouais, c'est ça. Il était en arrière sur la carte des juges. Puis Parker, il a tout fait qu'est-ce qu'il est supposé de faire en tant qu'entraîneur. Quand l'adversaire commence à envoyer des bombes de partout, bloc, esquive, fait les manquer. Hey, Wardley, il était en train de se vider, man. S'il était un jeu vidéo, son énergie would be going... il descendait, man. T'as mentionné en tant qu'entraîneur, il faisait tout ce qu'il fait. J'ai une question pour toi. Il a-tu prendre un genou? Non, en tant qu'entraîneur, ça t'es-tu déjà arrivé de dire OK, il faut que j'arrête ce combat-là, sinon il y a quelque chose de grave qui va se passer, quelque chose de dangereux? Ben, mes 2 combats, je me souviens pas d'une boxeur que j'avais qui se ferait terrasser. I don't remember. Fait que les 2 combats que j'ai perdus, tu sais, OK, on a perdu. C'était Roy Jones contre Otis. Tu sais, c'était le 3e fois dans le combat qu'Otis est allé au plancher. On était rendu au 10e round.
J'ai dit, tu sais, j'ai donné 10 rondes de chance d'être dans le combat. Il l'a pas fait. J'ai arrêté le combat avant qu'il soit blessé. Le mieux, on a donné toute l'opportunité. Même Marc m'a prolongé ça de 30 secondes de plus. Il dit, attends, Ross, attends. Là, j'ai dit, Marc, OK, vas-y. Puis j'ai arrêté le combat. Puis je pense que cet acte a sauvé la carrière à le mieux. Puis il est devenu champion du monde par après. Puis millionnaire. Puis good. Si je laisse Rubio finir le job comme il faut, tu sais jamais qu'est-ce qui aurait pu arriver. Fait que moi... ouais. C'est les 2 fois que... Je me souviens pas. Est-ce qu'il y en a-tu d'autres? Fait que Juste à toi que la question, je non, posais. j'aime pas voir des gars. Tu sais, souvent, j'ai dit, OK, là, il faut penser de sortir le gars de là. Je dis, oh, Jean, c'est moi qui ai sorti Jean du combat contre Kovalev. Tout le monde. C'est pour ça que je devrais être dans le temple de la renommée. Oui. Jim Lampley dit, ouais, là, on voit pourquoi Freddie Roach, c'est un entraîneur de la temple de la renommée. C'est lui qui l'a sorti. Moi, j'ai dit à Freddie dans le coin, si tu le sors pas, là, moi, je vais le sortir. Tu comprends? Si tu l'arrêtes pas le combat, Fred, moi, je vais l'arrêter. Il dit, Jean, il faut que j'arrête le combat. OK. Les gars, je vais passer tout de suite volet amateur parce que le temps file, puis il va falloir que je me dirige vers le casino rapidement. La boxe amateur, Russ, on essaie de tout le temps en parler ici. On veut pousser ça, on veut inviter les gens à aller voir. La boxe amateur, c'est la relève de la boxe professionnelle de demain. Puis, en fin de semaine, il va y avoir quelques événements. À Belleuil, à l'Académie Impact, à partir de 19h, il va y avoir un événement de boxe amateur. Au Collège sportif Bergeron à Wickham, aussi à 19h. Et puis, avec mon ami Bling Bling Ben Martel, un combat, une carte de boxe à Energy Box. Tout ça, c'est samedi qui s'en vient. Donc, si jamais vous voulez voir de la boxe amateur, encourager le futur de demain, rencontrer des jeunes boxeurs qui vont devenir peut-être un jour professionnels, c'est le temps de le faire. On fait ça. Russ, c'est moi, ça. Un livre qui va sortir, ça va parler de quoi, ce livre-là? Sam, si je peux te lire quelque chose en arrière, et ça, c'est qu'est-ce que le livre est vraiment. C'est marqué « My fighters, my fights, my boxing life ». Fait que c'est pour parler des boxeurs avec qui j'ai travaillé, les combats dans quoi que j'étais impliqué, puis ma vie que j'ai passée dans le monde de la boxe. Fait que ça englobe tout. Vous dites que ça fait 40... Combien d'années? 47. 47 ans, hein? Comme entraîneur. Mais là, as-tu déjà un livre comme ça pour le billard? Non, ça, c'est that's next. That's next. Ça, c'est next. Parce ça, que pour c'est ceux ma qui ne carrière. savent pas... Mais ça, c'est pas la version officielle encore. Non, ça, c'est juste la couverte du livre. Je te le dis que t'étais dans... Moi, la première photo que j'ai envoyée, je suis honnête là, quand je te dis, la première photo que j'ai envoyée aux maisons d'édition, si tu veux, c'est comme ça que tu as un publisher, c'était la photo avec toi dans le coin où, tu sais, c'était une bonne... photo de mon visage au moins. Tous les autres visages, c'est toujours moi dans le coin, mais en arrière, là, tu me vois pas. Puis toi, t'es là, puis on dirait que moi, j'adore cette photo-là. On dirait qu'il écoute, là, tu sais, tu peux l'écouter, écouter. You hear him listening, tu comprends? On voulait ça, puis la maison d'édition, on dit, Russ, écoute, tu sais, on a une chance d'avoir Usyk sur la couverte. Mais le premier que j'ai envoyé, c'était c'est un bon choix aussi. C'est un bon choix. It's not bad. Fait que je suis fier de ce livre-là. Mais une autre chose que je suis vraiment fier, là, on n'a pas fait la traduction, mais un des arrangements que je suis venu avec la maison d'édition, c'est que c'est sûr que la version française va sortir en même temps que celui en anglais. Puis où est-ce que les gens vont pouvoir se procurer ce livre-là? Et quand est-ce que ça sort? Bien, sûrement chez Rival. Dépendamment qu'est-ce qui se passe ce printemps, ça va dépendre quand est-ce qu'on va sortir. Je suis en nomination pour le Temple de la renommée de boxe. Mais t'es déjà au Temple de la renommée? De Boxe Québec? Boxe Canada. Canada. Québec m'ont pas mis encore là-dedans. Ah non? Canada. Je pense que c'est bon pour être Boxe Québec. Mais pour l'International Boxing Hall of Fame, si je rentre, bien, c'est sûr que ça va changer la manière qu'on va... Comment qu'on va... C'est ça, la fin du livre, qu'est-ce qu'on va écrire dessus, quand est-ce qu'on va faire la publication pour dire que c'est en même temps que le Temple de la renommée. Sinon, mais ça va changer nos plans. Mais ça va être fini pour le printemps. La date officielle, on ne l'a pas encore.
Super. Sinon, on peut... Et ça, qu'est-ce que je viens de donner Ouais. à toi? Ça va être l'intérieur, le mosaïque, si tu veux, dans le livre de tous les boxeurs avec qui j'ai travaillé. Fait que je suis hâte de ça un peu. Sinon, on peut il faut voir- que je fasse un deuxième parce que j'ai pas assez de place. J'ai d'autres boxeurs. Deuxième mosaïque? Un deuxième mosaïque pour d'autres boxeurs, tu sais, parce que ça, c'est la plupart de ça, c'est des gars qui sont devenus champions du monde. Il y a juste, je pense, Antonin, Chisora, qui n'ont pas devenu champions du monde, qui sont sur ce liste-là, mais qui ont impacté ma carrière. Ouais. Fait que là, je veux faire une autre où que je veux mettre les bas, je veux mettre Ralph Hallett, à qui je m'en vais à Halifax pour accepter ou présenter à sa famille, parce qu'il est décédé, son intronisation dans le Nova Scotia Sports Hall of Fame. Fait qu'il va être intronisé là-dedans. Fait à cause que moi, j'ai travaillé dans le coin à mes débuts dans le boxe, c'est moi qui vais faire la présentation à sa famille. Fait qu'il y a d'autres boxeurs fait qu'il faut que je fasse une autre mosaïque avec tous les autres boxeurs avec qui j'ai travaillé. Super. Sinon, les gens peuvent te voir à la télévision dans la plupart des gros combats. Ils peuvent passer te voir chez Rival entre les combats. Et ils peuvent t'écouter aussi sur votre podcast, le 7e round. Le dernier round. Dernier round. Le 7e round, ça, c'est la série de télévision. Avec Est-ce qu'il va y avoir une autre série de On This Corner with Rosenberg? In This Corner? Je pense pas. Maintenant, je fais TVA. Justement, après qu'on finisse ici, je m'en vais à TVA pour parler du gala de ce soir. OK. À l'émission de Jean-Charles. C'est dommage parce que le In This Corner, c'était vraiment un temps spécial pour moi. Là, c'était vraiment le fun de le faire. Il n'y a jamais eu une émission comme ça avant, puis il n'y en a jamais eu une après. Et c'est dommage qu'on l'a pas. Puis on devrait l'avoir. Une autre chose qu'on devrait avoir, puis j'essaie de profiter de tout le temps que j'ai quand une opportunité de jaser de ça, c'est triste que le Québec, on n'a pas un temple de renommée de sport au Québec. Ça n'existe pas. On a le panthéon des sports, mais ça existe seulement virtuel. Il n'y a pas une place physique. Ouais. Et quand tu penses à le nombre de joueurs de hockey qui ont sorti de la province de Québec, quand tu penses aux Canadiens de Montréal, qui est le plus grand, il y a juste eux et les Yankees qui ont les deux plus gros franchises dominantes sur l'Amérique du Nord. Quand tu penses à les nombres de lutteurs professionnels qui ont sorti de la province de Québec, quand tu penses aux boxeurs puis les résultats que les boxeurs ont eu le meilleur que tout le Canada, puis on veut protéger le Québec, la culture, l'identité des Québécois et tout, et on n'a pas ça. Ça se peut pas. C'est une des choses le plus... On est une province le plus riche historique peut-être de toutes les autres provinces, puis on ne reconnaît pas nos gens. Il n'y a même pas une plaque que tu peux amener ton petit-fils et dire « Hey, ça, c'est mon grand-père Antonin, il était bon boxeur. » Ça n'existe pas. Tu vas voir ça au cimetière, tu vas juste l'amener voir le pierre. Ton temple de la... Il est là, il est au cimetière. Au cimetière, c'est ça. Imagine. Là, c'est triste, ça, Sam. Très triste. C'est triste que... On veut promouvoir la société québécoise, l'impact qu'on a eu sur la planète, sur le Canada, tout. Puis on n'a pas ça. T'es le meilleur producteur d'athlètes, puis on n'a pas ça. C'est triste, man. En tout cas, moi, je pense que ça devrait exister. Ça va peut-être arriver éventuellement. Ben oui, je vais être mort. Quand tu vas mourir, là, on va s'assurer que Thanks, Sam. ta place soit là. Sam. Sinon, on va aller sur ton autre plaque au cimetière. T'amèneras ma fille pour le voir, OK? Parfait. All right. Mesdames et messieurs, c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour aujourd'hui puisqu'on a un horaire un petit peu chargé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts. Allez voir aussi sur la commission athlétique via BPM Sport, sinon sur punchinggrace.com. Antonin, merci beaucoup. Russ, toujours un honneur d'avoir la chance de te côtoyer. Merci Sam. Tu me pour dois tout. un General Tao, là. C'est correct? Ah, c'est bon. Parfait. All right.